Merci beaucoup, hein. Alors, je tiens à remercier doublement la GPC pour l'invitation et pour le choix de la thématique qui est très important. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveautés concernant la place des antidiabétiques dans le traitement des NAFLD. Alors, comme vous le savez, la stéatose hépatique est une maladie qui est très fréquente. Il y a une association très importante avec le syndrome métabolique et notamment le diabète et l'obésité. Et pour nous, gastro-entérologues, quand on parle de stéatose, souvent on se dit il n'y a pas beaucoup d'options thérapeutiques. On a la pioglitazone qui n'existe pas au Maroc, la vitamine E, on n'arrive pas à avoir au bon dosage, et donc on est vraiment bloqué. On fait le diagnostic, on fait le bilan, mais on n'a pas de possibilité thérapeutique. Et donc, c'est là tout l'intérêt de cette présentation. On va voir qu'il y a des molécules actuellement qu'on utilise pour le diabète qui pourraient être très utiles pour le traitement de la stéatose métabolique. Et donc, il y a carrément des nouvelles recommandations concernant le traitement de la stéatose. Alors, les objectifs pédagogiques, c'est qu'on puisse, à la fin de cette présentation, répondre à deux questions. Quelles sont les actions, quels sont les traitements antidiabétiques sur les lésions de la MAFLD? Ça veut dire que, est-ce que ça améliore les transaminases? Qu'est-ce qui améliore la gamma-GT, la stéatose, la ballonisation et puis la fibrose? Et est-ce que la présence de MAFLD pour un endocrinologue, si vous êtes amené à coopérer avec un endocrinologue, ce qui vous appelle, il vous dit « aidez-moi à choisir le meilleur traitement antidiabétique ». Bien sûr, pour ça, il faudrait avoir un minimum de connaissances des traitements antidiabétiques. Alors, la prévalence de la stéatose hépatique, comme vous le savez, c'est quasiment 25% de la population mondiale. En Afrique, ce qui est dit, c'est que 13% de prévalence, mais vous allez voir que chez les patients qui sont diabétiques en Afrique, il y a une prévalence qui est très importante de la stéatose. Alors, dans le monde, quand vous avez un diabète, vous avez quasiment entre 60 et 70% des patients qui sont stéatosiques. D'accord? Et quand on est obèse, au-delà de 30 kg par mètre carré, on a 75% de stéatose. Donc ça, c'est des chiffres qui sont importants. Et vu l'association de la stéatose et du diabète et de l'obésité, vous avez des chiffres qui sont très importants. Ça, c'est des études qui ont été faites. Là, une première étude qui a été faite au Maroc, une étude casablancaise, qui inclut 281 patients. Et vous voyez que vous avez 51% de prévalence de stéatose et que dans cette population, vous avez 62% d'obésité. Vous allez voir que je parle d'obésité parce qu'il y a des traitements qui sont utilisés pour l'obésité qui vont être utiles pour le traitement de la stéatose. Alors, deuxième étude, c'est une étude éthiopienne, 96 patients diabétiques, et vous avez une prévalence de la NAFLD qui est à 73%. Alors, la NAFLD, c'est les pathologies de demain. Vous voyez ici une étude qui a été faite concernant la prévalence, la proportion des hépatopathies liées à l'étiologie. Vous avez presque 10% en Afrique des hépatopathies qui sont liées à la NAFLD. Alors, il y a une très grande association entre le diabète et la NAFLD puisqu'il y a une base physiopathologique qui est commune, qui est l'insulinorésistance. Mais une fois que la NAFLD est là, que la stéatose est là, ça accentue les effets cardiovasculaires. Vous avez, c'est un facteur indépendant. Un diabétique sans NAFLD, il a moins de lésions cardiovasculaires qu'un patient qui est diabétique et qui a une NAFLD. Et regardez ici, ça c'est la sévérité, bien sûr, quand on a une stéatose hépatique chez le diabétique, vous avez 2 fois plus d'avoir des lésions hépatiques sévères. Et dans cette étude-là, vous avez plus de lésions hépatiques fatales et non fatales au cours des patients diabétiques. Alors regardez ici, ça c'est une très belle étude qui voit un peu les facteurs de risque en fait concernant le NAFLD et l'effet cardiovasculaire. Regardez, la NAFLD est un facteur indépendant de survenue de maladies cardiovasculaires chez le diabétique. Un diabétique qui a une NAFLD, il a plus de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Deuxième étude, ça c'est une très belle étude qui a été faite sur 71 000 patients et ça voulait voir les effets cardiovasculaires chez les patients qui ont une stéatose hépatique avec un diabète ou un prédiabète et regardez, à chaque fois que vous avez l'anaphyldie chez quelqu'un qui est diabétique, vous avez une augmentation des effets cardiovasculaires. Vous avez 25% de plus de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire chez un patient qui est diabétique et qui a une NAFLD. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que souvent, quand un endocrinologue veut prendre en charge un diabétique, il fait le bilan cardiovasculaire,
il fait le bilan cardiaque, il fait le bilan rénal, il fait le bilan rétinien, mais souvent, il oublie de faire le bilan hépatique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas que le cœur qui souffre de l'anaphyldie au cours du diabète, mais vous avez aussi un surrisque de rétinopathie et de néphropathie diabétique. Alors, toutes les recommandations disent qu'il faut aller rechercher la stéatose hépatique chez les patients qui sont diabétiques. D'accord? On va les rechercher par le FIB4 ou par le score NFS ou par le FibroScan, que ce soit les recommandations de la SLD ou les recommandations européennes, mais souvent, ça s'arrête là. Il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de prise en compte du diabète dans la prise de décision du traitement. Ça veut dire que quand l'endocrinologue veut traiter le patient, il prend en considération est-ce qu'il y a une atteinte cardiaque, est-ce qu'il y a une atteinte rénale, mais il ne prend pas en considération est-ce qu'il y a une atteinte hépatique. Alors c'est une erreur, vous allez voir qu'on a des molécules qui peuvent être utilisées chez le diabétique, qui peuvent améliorer la stéatose hépatique. Alors regardez ici, les recommandations, ça c'est des recommandations d'endocrinologie, et regardez ce qu'ils mettent. Alors, on met de la metformine et on met en fonction, est-ce qu'on a une atteinte athérosclérose, heart failure, ça veut dire l'insuffisance cardiaque ou l'atteinte rénale, on va choisir soit les GLP-1, alors c'est une nouvelle classe, je pense que pas tout le monde connaît ces médicaments pour le diabète, et si vous avez une atteinte rénale ou vous avez de l'insuffisance cardiaque, vous allez choisir les STGL2. Alors, ça, c'est une très belle étude à laquelle j'ai l'honneur de participer. En fait, c'est une étude qui a été faite dans tous les pays pour voir à quel point les pays sont préparés à cette épidémie silencieuse de stéatose hépatique. Et parmi les choses qu'on a regardées, on a regardé dans les guidelines du diabète, de l'HTA, est-ce que la stéatose fait partie des recommandations. Et quand on voit par exemple les recommandations qui sont faites au Maroc pour l'HTA et pour le diabète, on ne trouve même pas la mention de stéatose dans le chapitre manifestation dans le syndrome métabolique. Ça veut dire qu'en gros, quand quelqu'un, un cardio ou un endocrino veut traiter le diabète, il ne prend pas en considération l'équation stéatose dans l'équation. Alors pour traiter le diabète, on a plusieurs molécules. Donc il faut le connaître. Pour traiter la stéatose, il faut qu'on soit un peu endocrino. Alors il y a les biguanides, alors il y a la metformine, il y a les sulfamides hypoglycémions, d'accord? Il y a les analogues du glucagon-like peptide, c'est les GLP-1, d'accord? C'est une nouvelle classe thérapeutique. Nous, c'est assez ancien pour les endocrinos, mais l'indication en stéatose hépatique est très récente. Vous avez le chef de file, liraglutide, qui existe au Maroc, sémaglutide, qui n'existe pas au Maroc, on devrait l'avoir dans 2 ans. Vous avez les gliptines, vous avez les glitazones, tout le monde connaît les glitazones parce qu'on sait que la pioglitazone est indiquée dans le traitement de la stéatose métabolique, quelles que soient les recommandations. Et puis vous avez les inhibiteurs des SGLT2 qui sont les glyphlosines. Alors on a la dapagliflozine qui existe au Maroc et l'empagliflozine qui existe aussi au Maroc et vous allez voir leur intérêt dans le traitement de la stéatose hépatique. Alors tout le monde sait que la metformine, ça ne marche pas, d'accord? Toutes les recommandations, que ce soit les recommandations de l'ISEL, de Nice, asiatique ou de l'ASLD, disent qu'il n'y a pas assez d'évidence pour recommander la metformine pour le traitement de la stéatose hépatique. La pioglitazone, tout le monde le sait, c'est un traitement qui est efficace. Malheureusement, on ne l'a pas au Maroc. Dont le mécanisme, c'est une liaison à un récepteur nucléaire, c'est ce qu'on appelle les pépères gamma, retrouvés essentiellement dans les cellules adipeuses. Et en fait, ça fait une apoptose des gros adipocytes et le remplacement par des petits adipocytes. Et donc, il y a moins de cytokines et moins d'acides gras libres circulants. Il y a un risque de cancer de la vessie. Et ce produit-là a été retiré du Maroc en 2011. Donc, on n'a pas de pioglitazone au Maroc. Alors, l'évidence, là, c'est les méta-analyses qui prouvent l'efficacité de la pioglitazone dans la stéatose, que ce soit sur les azates, les alates, les gamma-GT, il n'y a aucun effet sur le poids, et ça, c'est quelque chose de très important. Par contre, il y a même des prises de poids. Et puis, vous avez un effet indéniable sur la fibrose, la stéatose et l'inflammation, et du coup, c'est recommandé par toutes les sociétés savantes. L'ISEL, la SLD et la société anglaise, on peut mettre de la pioglitazone chez les patients qui ont une NASH prouvée histologiquement. Ceci dit, on ne l'a pas au Maroc.
Alors, qu'est-ce que ça peut apporter, ce qu'on a au Maroc? On vous a dit que vous avez les analogues de récepteurs GLP1, et ces récepteurs, les analogues récepteurs GLP1 ont un mécanisme d'action qui est particulier. C'est une réduction de taux circulant de glucagon, il y a une diminution de l'appétence de prise alimentaire, il y a un ralentissement de la vidange gastrique, il y a une préservation des cellules bêta-pancréatiques, il y a une augmentation de la synthèse de l'insuline, une simulation de la sécrétion de l'insuline de façon dépendante de la glycémie, ça c'est très important, c'est-à-dire que le risque d'hypoglycémie, il est très rare, souvent quand vous avez des hypoglycémies avec ces médicaments, c'est lié par exemple à la metformine, et vous avez quelque chose de très important, c'est la réduction de la masse graisse et la réduction du poids. D'accord? Et vous savez l'effet qu'a la réduction du poids sur l'amélioration des éléments stéatose, inflammation et parfois même la fibrose. Et quand on donne le liraglutide au cours du diabète, on a constaté qu'il y a une perte de poids qui avoisine les 1 à 6 kg, et ça c'est très important, le liraglutide dans le diabète, il est donné à des doses entre 0,6 mg par jour à 1,8 mg. Et vous allez voir qu'il y a une autre indication au liraglutide qui est le traitement de l'obésité. Et en fait, on peut traiter l'obésité, diminuer le poids et par ce biais-là, améliorer la stéatose. Et vous allez voir les études qui vont arriver. Donc, il y a une diminution de l'hémoglobine glyquée entre 0,8 et 1,8 et il y a une réduction des événements cardiovasculaires de 12%. C'est-à-dire qu'il y a moins de 12% d'infarctus. Alors, regardez ce que je vous ai dit sur l'effet de la liraglutide sur le poids. Ça, c'est une étude qui est prospective, qui a utilisé la liraglutide 3 mg en sous-cutané. Ils ont commencé par 0,6 parce qu'il y a une mauvaise tolérance si on démarre à 3 mg. Donc, on démarre à 0,6, on augmente par palier de 0,6 jusqu'à 3 et ils ont maintenu le traitement pendant 56 semaines. Et ils ont inclus 142 patients sous liraglutide 3 mg versus 140 patients dans le groupe placebo. Avec le critère d'inclusion, c'était un BMI plus de 30 et chez des patients qui ne sont pas diabétiques. D'accord? Donc, c'est un traitement vraiment pour l'obésité. Et regardez les résultats, ils sont impressionnants. Vous avez 7,4% de diminution dans le groupe liraglutide et 4% de diminution du poids dans le groupe placebo. Et quand vous voyez dans le détail les résultats, c'est là où ça devient intéressant. Alors, ils ont pris le cut-off de 5% parce qu'on sait qu'un obèse qui perd 5% de son poids, il a moins de maladies cardiovasculaires, il a moins de risque de survenue de diabète, il a moins de risque d'avoir des AVC. Et regardez, 61% de ces patients ont une diminution du poids de moins de 5%. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que 61%, ils ont une diminution du poids de au-delà de 5%. Vous avez 30% des patients qui ont une diminution de poids au-delà de 10%. Et vous avez 18% des patients qui ont une diminution du poids au-delà de 15%. Et on sait la relation qu'il y a entre la perte de poids et l'amélioration des lésions histologiques pour la NASH. Regardez ici, quand on a 5% de perte de poids, on a une amélioration de la stéatose hépatique et de l'élasticité du foie. Entre 7 et 10%, on a une amélioration de l'activité NAS, ça veut dire qu'on a moins d'inflammation au niveau du foie. Et quand on a plus de 10% de perte de poids, on a même une amélioration de la fibrose hépatique, donc presque la moitié des cas. Et donc c'est important de passer par le biais de l'amélioration et la perte de poids pour améliorer le pronostic hépatique. Alors à la question, est-ce qu'il y a des études spécifiques avec histologie pour la liraglutide? La réponse est oui. Vous avez l'étude Princeps qui a été publiée, celle d'Armstrong en 2016 déjà. C'est une étude prospective randomisée qui a inclus des patients qui ont une NASH avec biopsie. D'accord? Ils ont mis 1,8 mg en sous-cutané versus placebo, 26 patients dans chaque bras. Ils ont donné la liraglutide pendant 48 semaines et il y a eu une résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose dans 39% des cas versus 9% des cas. Et ça, c'est un élément majeur. On n'a pas eu de progression de la fibrose, moins de progression de la fibrose dans le groupe liraglutide, 9% versus 36%. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a la preuve histologique que le liraglutide marche sur la NASH.
Alors, je parle ici de la sémaglutide, et la sémaglutide, ce n'est pas une molécule qui va être commercialisée incessamment au Maroc, mais il est très important de la connaître, et c'est retenez ce nom-là parce que il y a des auteurs qui ont considéré que ce papier-là est le meilleur papier qui a été publié en 2021, puisque maintenant on traite l'obésité avec des injections sous-cutanées toutes les semaines. Et regardez cette étude, c'est une très belle étude, prospective, randomisée, publiée dans le New England, international. Il y a 16 pays qui ont participé avec 129 sites. Il y a 1961 patients qui ont été inclus qui ne sont pas diabétiques. Et la sémaglutide a été donnée à 2,4 mg en sous-cutané toutes les semaines versus placebo pendant 68 semaines. Alors, les critères d'inclusion sont qu'on a pris des patients qui ont un BMI plus de 30, soit on a pris des patients qui ont un BMI au-delà de 27, mais qui ont des comorbidités, soit de l'HTA, soit de la dyslipidémie, soit de l'apnée de sommeil, soit des maladies cardiovasculaires. Et regardez ici, l'écart se creuse de façon très significative entre le placebo et la sémaglutide. Et regardez la moyenne, c'est une perte de poids de 16%. C'est du jamais vu pour un traitement par voie sous-cutanée. Et je vous dis qu'il y a même des essais maintenant pour la sémaglutide par voie orale, en comparaison carrément avec la chirurgie bariatrique. Tellement c'est puissant que probablement on aura à traiter nos patients qui ont de la NASH en diminuant leur poids avec une amélioration de la stéatose. Alors regardez, 92% ont perdu plus de 5% de poids, 10% ont perdu, 74% ont perdu plus de 10% du poids et 54% ont perdu plus de 15% de leur poids. Vous savez qu'à partir de 7% pour la stéatose, on commence à une amélioration de l'inflammation et à 10%, on commence à avoir de la régression de la fibrose. Et vous avez le tiers des patients qui ont perdu 20%, plus de 20% de leur poids. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en gros, la différence entre le bras sémaglutide et placebo, c'est 12% de perte de poids. Il y a aussi une perte de tour de taille, moins 9 cm, la pression systolique, moins 5 mm de mercure et une amélioration de la qualité de vie. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a des études sémaglutide avec biopsie? Là encore, il y en a. Il y a une étude qui a été publiée en 2021. C'est une étude prospective randomisée. On a inclus des NASH avec biopsie, F1, F2, F3, 320 patients. Ils ont donné des doses de 0,1, ils ont mis 4 bras, 0,1, 0,2, 0,4 et placebo, et ils ont vu la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Et regardez ici, vous avez 59%, vous avez une résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose versus 17%. D'accord? Malheureusement, il n'y a pas eu de régression de la fibrose, et donc on a une amélioration une disparition de la stéatohépatite, mais pas de régression de la fibrose. Et quand on met bout à bout tout ça, en fait, les essais de la liraglutide et du sémaglutide, vous avez une méta-analyse qui a été publiée en 2021 qui prouve parfaitement que cette classe thérapeutique, les anti-GLP-1, en fait, ils ont un effet sur l'amélioration des transaminases, sur le pourcentage de graisse qui est calculé par les techniques IRM. Vous avez une résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose qui est beaucoup plus importante quand on donne cette classe thérapeutique, et vous avez une amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH selon cette méta-analyse. Alors on passe à la deuxième classe thérapeutique qui est prometteuse. Alors on a dit, on a les analogues de la GLP-1 et puis vous avez les inhibiteurs de la SGLT2. En fait, c'est pour garder ça en tête, c'est les glyphlosines. D'accord? Vous avez la dapagliflozine, ça existe au Maroc, et vous avez l'empagliflozine. Et en fait, c'est assez difficile comme nom, mais il faut s'adapter au nom des traitements de diabétologie si on veut dorénavant traiter nos patients stéatosiques. Alors, c'est un mécanisme très particulier. En fait, c'est des produits qui vont donner de la glycosure. En fait, on va perdre du glucose par le néphron. Donc, c'est une réduction de la réabsorption du glucose au niveau du néphron. On va perdre à peu près 60 à 70 grammes par jour. Ça vous fait une perte énergétique et ça vous fait une perte de poids. D'accord? Mais une perte de poids qui est moins prononcée qu'avec les analogues de GLP-1. D'accord?
Et quand on donne des inhibiteurs de la SGLT2, les glyphlosines, vous avez une perte de poids, je vous ai dit qu'il est moins marqué, c'est 2 à 3 kg. Vous avez une diminution de l'hémoglobine glyquée. C'est une réduction des effets cardiovasculaires comme les analogues de la GLP1. C'est une réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiovasculaire. Et ça, c'est un effet particulier de cette classe. Et vous avez une réduction de la progression de l'insuffisance rénale. Et en gros, les endocrinos, comme je vous ai montré au départ, ils raisonnent selon ces 3 critères. Est-ce qu'il y a insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il y a de l'athérosclérose? Et est-ce qu'il y a de l'atteinte rénale? Et c'est en fonction de ça qu'ils regardent un peu quelles molécules mettre chez ces patients. Alors, regardez l'effet de la dapagliflozine chez les patients qui ont une NAFLD et qui sont diabétiques. Alors, il y a une amélioration des transaminases, ASAT et ALAT, d'accord? Il n'y a pas de diminution majeure du poids, vous avez 3 kg versus 1,5 kg dans le groupe placebo, mais on n'a pas malheureusement d'études avec histologie. Par contre, on a des études avec élastométrie et CAP. Ça, c'est une étude qui a été faite avec la dapagliflozine. 63 patients qui ont un diabète et qui ont une stéatose hépatique, ils les ont randomisés dapagliflozine 5 mg, 28 patients, et contrôle 28 patients. Et regardez, il y a une diminution de la stéatose hépatique et une diminution de l'élasticité hépatique après l'arrêt du traitement et 24 semaines après l'arrêt du traitement. Donc, c'est un effet qui perdure après l'arrêt du traitement. Une autre étude qui a été faite par empagliflozine sur la stéatose hépatique et sur la fibrose. En fait, c'est une étude qui a été faite chez des patients qui ne sont pas diabétiques. Premier groupe, empagliflozine 10 mg. Deuxième groupe, le placebo. 43 patients dans le groupe 1, 47 patients dans le deuxième groupe. Une durée de 24 semaines et vous avez une diminution de la stéatose massive de façon significative et une diminution de l'élasticité. Regardez, l'élasticité qui est passée à 6 à 5,33 alors qu'elle n'a pas bougé dans le groupe placebo avec un chiffre qui est significatif sur le plan statistique. Et donc, en gros, avec cette classe thérapeutique, on n'a pas d'études avec l'histologie, comme ce qu'on a vu avec liraglutide et sémaglutide, mais on a des études avec le CAP et l'élastométrie. Et en gros, qu'est-ce que ça donne? On a très peu d'études avec les SGLT2. En gros, c'est une méta-analyse, mais quand vous voyez un peu le nombre d'études qui ont été incluses, ce n'est pas énorme, mais ça prouve quand même qu'il y a une amélioration sur les ASAT, sur les ALAT, sur la gamma-GT et aussi sur la stéatose et un peu moins sur la fibrose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce qu'il y a des recommandations pour traiter la stéatose hépatique avec ces traitements-là? Alors, le salut nous vient des recommandations japonaises publiées en 2021. Je pense que la plupart n'ont pas eu connaissance de ces recommandations où ils disent clairement que dans la stéatose, chez les patients qui sont diabétiques, on peut donner les glyphlosines. D'accord? Deuxième réponse, chez les patients qui ont un diabète et qui ont une stéatose, on peut utiliser les analogues GLP1. Alors avant, on disait, dans les recommandations américaines, il est trop tôt, c'est prématuré de considérer les anti-GLP1, les analogues GLP1 comme traitement de la stéatose. Maintenant, les recommandations japonaises disent qu'il y a assez de données scientifiques pour utiliser le liraglutide chez les patients qui ont une stéatose et un diabète. Et regardez ce qu'ils mettent comme algorithme. Alors, vous avez une NAFLD. Alors, si vous avez soit une biopsie, soit des éléments non invasifs qui vous disent que vous êtes devant une NASH, vous voyez, est-ce que vous avez de l'obésité? Alors, si vous avez de l'obésité, vous allez demander une hygiène de vie avec de l'exercice. Si vous avez une perte de poids de plus de 7%, on sait qu'il y a une amélioration de l'inflammation et de la stéatohépatite. Si vous avez une diminution, une perte de poids qui est en dessous de 7%, à ce moment-là, on passe dans l'autre cadre, on voit est-ce qu'il y a un diabète. Et s'il y a un diabète, regardez, les 3 molécules, pioglitazone qu'on avait et les 2 autres classes thérapeutiques sont indiquées en première intention pour la stéatose et la stéatohépatite. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, on n'avait pas d'autre choix entre la pioglitazone et la vitamine E avant. Maintenant, on a le choix d'introduire ces 2 classes thérapeutiques, les GLP1 et les SGLT2, les inhibiteurs de la SGLT2.
En gros, c'est des molécules qui existent au Maroc. Je vous ai dit que la liraglutide existe et les glyphlozones existent. Vous avez le dapagliflozin et l'empagliflozone. Et puis, vous avez ici les recommandations américaines. Et ça, c'est des recommandations endocriniennes. Ça veut dire que c'est la Société américaine d'endocrinologie associée à l'Association américaine des pathologies, qui ont pris une position commune. Et regardez ce qu'ils mettent comme recommandation. Pioglitazone et analogue GLP-1 sont recommandés chez les patients qui sont diabétiques avec une NASH prouvée. D'accord? Mieux, quand il y a une suspicion sur l'élévation des transaminases et sur l'élastométrie, s'il y a une stéatohépatite, on peut utiliser les deux molécules, pioglitazone et les analogues GLP-1. Et puis, ils disent que chez les patients qui ont une stéatose hépatique et un diabète, pour prévenir l'atteinte cardiovasculaire, on a vu les effets cardiovasculaires des deux classes thérapeutiques, les inhibiteurs de la GLP-1 et les inhibiteurs de SGLT2, vous pouvez donner les trois molécules pour prévenir l'atteinte cardiovasculaire qui est, on l'a vu, très fréquente chez les patients qui sont diabétiques et qui ont en plus une stéatose hépatique. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez les patients qui sont obèses mais qui ne sont pas diabétiques? Ça, on a aussi la réponse. Ils disent qu'il faudrait qu'on essaie de perdre au moins 5%, et pour perdre 5%, il faut aller vers la pharmacothérapie. Donc, ils recommandent la sémaglutide 2,4 mg par semaine. D'accord? C'est la meilleure option. Vous avez vu qu'on perd 12% de plus que le placebo, ou le liraglutide 3 mg. Alors, ce n'est pas le dosage qu'on donne chez le diabétique, c'est le dosage spécial pour l'obésité. L'AMM au Maroc, elle existe, mais ils n'ont pas encore les prix. Donc, c'est des molécules qui existent au Maroc. Hein. Et donc, en gros, pour prendre en charge un patient qui a une stéatose, comme le dit la Société japonaise de gastroentérologie, il faut s'associer avec le cardiologue, avec l'endocrino, avec le diététicien, bien sûr, en concertation avec le patient. Et en conclusion, les antidiabétiques actuellement, ils ont un rôle important dans le traitement de la stéatohépatite métabolique. Peut-être on est au début d'une nouvelle ère thérapeutique. Hein, ça me rappelle les premiers résultats des traitements de l'hépatite virale C, parce que là, on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus importants. On a des anti-GLP-1 et les inhibiteurs de la SGLT2 qui sont efficaces. Et vous avez vu des études avec histologie, avec la liraglutide et la sémaglutide. Et en gros, il y a un rôle très important pour la prise en charge pharmacologique de l'obésité. Finalement, on traite la stéatose par diminution de poids. Et donc, il faudrait à chaque fois que le patient diabétique a une NAFLD, qu'on prend aussi en considération la présence de cette atteinte hépatique dans la prescription du traitement antidiabétique. Et je vous remercie. Merci, professeur Taheri, pour cet exposé qui est très explicite. Effectivement, il faut travailler en collaboration avec les endocrinos, les cardio et pour cette pathologie qui devient de plus en plus fréquente. C'est la pathologie du siècle. Et maintenant, c'est très important parce que le patient, il pose toujours la question, est-ce qu'il y a un traitement? Donc, avec cet exposé, on voit qu'il y a de l'espoir pour ces malades. Il y a même des recommandations. Exactement. Il y a même des recommandations. Donc, s'il y a des questions dans la salle. Madame Abi. Arrangez le micro, s'il vous plaît. Non, ça va. Non, oui, ça va. Donc, professeur Taheri, tout d'abord, je vous remercie pour votre belle présentation. Donc, maintenant, en pratique, est-ce que je suis autorisée à prescrire chez un patient présentant une NASH obèse, sans diabète, un analogue de GLP-1 ou bien un inhibiteur de SGLT2? Non. Je suis autorisée parce que c'est-à-dire si on suit les recommandations américaines, c'est possible. Mais en tant que gastro, est-ce que mon malade, en fait, pourra bénéficier du remboursement? Alors, déjà, le remboursement et l'indication scientifique, c'est deux choses qui sont différentes. Maintenant,
L'idée, c'est, on voit tous des patients qui sont stéatosiques et diabétiques et qui prennent un traitement pour leur diabète. L'idée, c'est de les orienter un peu, de parler avec leur endocrino, du moment qu'on n'a pas encore la main pour traiter et que ce n'est pas dans l'AMM d'avoir le traitement, par exemple l'iraglutide dans la stéatohépatite, pour l'instant, on ne l'a pas. Mais on pourrait orienter l'endocrino à le faire à des doses qu'il a l'habitude de prescrire pour son diabète. Hors AMM, je ne peux pas le prescrire? C'est la responsabilité de chacun. D'accord? Mais en gros, vous avez des recommandations. Vous n'avez même pas une recommandation, vous avez deux recommandations. Vous avez des recommandations japonaises et des recommandations américaines. Les recommandations américaines, elles datent de moins de 2 mois. Oui, elles sont toutes récentes. Merci. J'ai une petite question rapidement. Je tiens à vous remercier pour votre présentation, professeur Taheri, mais ma question c'était comment faire sur le plan pratique. On pose le diagnostic d'une stéatose. Est-ce que vous gérez ça en consultation concomitante avec l'endocrino? Comment vous faites exactement? Sur le plan pratique, c'est difficile quand même. Alors, ça, c'est des recommandations qui sont très récentes et je pense que même les endocrinos n'ont pas encore pris connaissance de ces recommandations. Et en gros, eux, ne faisaient même pas attention à la stéatose. Quand ils voulaient choisir une molécule, ils choisissaient en fonction de l'atteinte cardiaque, athérosclérose, insuffisance cardiaque et atteinte rénale. Et ils ne voyaient absolument pas la stéatose, ils ne la mettaient pas dans l'équation. Maintenant, elle est dans l'équation, dans les recommandations japonaises et dans les recommandations américaines, et je suis sûr que les recommandations européennes vont suivre. Et en gros, quand ils auront des recommandations claires, ils mettraient le choix, par exemple, de la liraglutide ou de la dapagliflozine en premier chez les patients qui ont une stéatose. D'accord? Mais en gros, actuellement, on n'arrive pas à prescrire chez les patients qui sont diabétiques parce que nous, on n'est pas endocrino. Mais en gros, on pourrait voir à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est... Vous avez vu l'étude qui a été faite à Casablanca. En gros, 60% des diabétiques sont obèses. Et en gros, on pourrait parler aux endocrinos en leur disant, voilà, vous avez des molécules qui peuvent agir sur la stéatose, sur le poids, sur l'amélioration de l'inflammation. Allez-y, choisissez plutôt cette molécule que d'autres. D'accord? Ça, c'est un premier temps. Après, quand on aura l'AMM dans la stéatohépatite, et je pense qu'avec les études qui sont en train d'être faites, on aura l'AMM avec la biopsie. Alors, j'ai compris votre question. Est-ce que la biopsie est obligatoire? Alors, les Américains disent, si vous avez la biopsie, il faut le faire. Si vous avez des éléments qui vous disent que c'est une stéatohépatite, ça veut dire que vous avez une élastométrie qui est élevée, vous avez un FIB4 qui est élevé, vous avez des transaminases élevées, on peut suggérer ce traitement-là. C'est bien sûr. J'ai eu une réunion à Agadir avec les diabétos m'ont appelé et on a fait une réunion qui a duré 4 heures. Et c'était une journée, et pour moi, quelque chose de très important. J'ai appris d'eux, ils ont appris de moi. Aujourd'hui, c'est vrai que l'iraglutide, il est disponible au Maroc. Le semaglutide n'est pas disponible au Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le semaglutide sera disponible en oral, pas en injectable. Le liraglutide, il est en injectable aujourd'hui, il n'existe pas en oral, en sous-cutané. Et il y a des doses 0,6, 1,2, dont la NASH, c'est 1,8. Ce n'est pas les doses qui donnent le diabéto. Ce n'est pas comme le diabète, ce n'est pas comme maigrir. Vous dites une NASH, c'est 1,6. 1,8. 1,8. Donc attention. L'obésité, c'est 3 mg. C'est des choses... Les doses sont différentes en fonction de la cible thérapeutique. N'oubliez pas que le liraglutide, les semaglutides, ils ont des effets secondaires majeurs. Et j'en cite, et je connais parce que j'ai des malades aujourd'hui que je traite avec ils sont des diabétiques. L'AMM, c'est pour les diabétiques. On ne prescrit pas de la semaglutide, de l'iraglutide. Aujourd'hui, chez un non-diabétique, vous êtes hors AMM. Oh, y a pas de vous êtes hors AMM. La deuxième chose, il est obligatoire de faire une biopsie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les essais cliniques aujourd'hui, il est interdit de prescrire un médicament pour une NASH confirmée histologiquement avec un médicament sans pouvoir être sûr et certain. Pour avoir l'AMM d'un médicament dans la NASH aujourd'hui, il faut qu'il améliore résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Et l'inverse, vous améliorez la fibrose sans aggraver la NASH. Il faut avoir du temps pour trouver ce genre de médicament. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 grandes molécules retirées des essais cliniques. Et on a fait du mal aux patients. Parce qu'on a prescrit des médicaments qui ont réglé la NASH, mais qui ont aggravé la fibrose. Et l'inverse est vrai. 3 essais ont été arrêtés dernièrement. Donc, prenons le temps par rapport aux médicaments dans la NASH. Ce n'est pas encore à faire conclure, sauf chez le diabétique. Chez le diabétique, il n'y a pas. Un diabétique obèse, donner le liraglutide, c'est miracle.
tous mes malades qui ont une cétolyse, sont venus me voir pour un problème du foie, et j'ai trouvé que chez eux, il y a un excès pondéral et qu'ils sont diabétiques, je les suis, Anna ou le professeur Al-Qiwaq, ensemble, et Madame Randi. On en a une quinzaine aujourd'hui. Et on est satisfait de résultats. C'est une indication indiscutable. Mais attention que vous prescrivez le liraglutide chez un non-diabétique, un non-obèse. Vous allez apporter un tort à votre patient. Parce qu'il y a la gastroparésie, il y a la pancréatite aiguë, il y a le problème rénal. Attention, ce n'est pas des médicaments safe à tolérer. Vous allez traiter une maladie bénigne qu'on traite avec régime sport avec des médicaments, alors que vous n'avez pas la preuve de le faire. Parce que, il y a beaucoup de gens qui disent quoi qu'il fait. Mais qu'un médicament, nous avons un médicament antidiabétique, même le pioglitazone. Il n'est pas immunisé, c'est un médicament. Pourquoi il a été retiré? Parce qu'il a tué des malades par accident cardiovasculaire. Il prend du poids, il coupe le tendon d'Achille. Attention, ce n'est pas si simple que vous le voyez comme ça. Nous avons une maladie qui, à long terme, lorsqu'il y a de la stéatose, il est bien toléré. C'est pas au régime, c'est ce que disent toutes les associations. Mais maintenant, s'il y a de la NASH, confirmée par une histologie, nous avons des pistes. Et entre autres, alhamdoulilah, il y a aujourd'hui le meilleur médicament de la NASH chez un malade diabétique obèse, c'est le sémaglutide aujourd'hui. Ce n'est pas le Lira. Nous avons le Vectosa, il est disponible au Maroc, c'est le Vectosa, il existe en forme. Effets secondaires? Non. La pancréatite aiguë, la gastroparésie, j'en passe. Il y a des effets secondaires à ces médicaments. Attention, c'est vrai qu'on les donne en sous-cutané, c'est bon, les malades sont contents, ils maigrissent, tout le monde est content. Mais il y a aussi des side effects. Je veux dire par là, respectons quand même les AMM pour qu'on ne donne pas le sémaglutide et le liraglutide à tout venant. Donc c'est Taheri à parler du malade diabétique, s'il vous plaît. Alors, sémaglutide, il n'y a pas. Alors, liraglutide, c'est un médicament que les endocrinos ont l'habitude d'utiliser depuis plus de 10 ans. D'accord? Il donne en gros 0,6 mg. Les essais qui sont faits pour la stéatohépatite, c'est à 1,8 mg. Mais les essais qui sont faits pour l'obésité, c'est 3 mg. Et avec 3 mg, il y a très peu d'effets secondaires. Je suis désolé de vous contredire, mais il n'y a eu aucun sur l'essai, il n'y a eu aucun effet de pancréatite. Les pancréatites, c'est un effet exceptionnel. Alors, ce qu'il y a, c'est les effets digestifs, parce que ça, comme ça donne un ralentissement du tube digestif, on peut avoir des nausées, et c'est pour ça qu'on commence par palier. Pour le liraglutide, on ne peut pas mettre 3 mg dès le départ, on met 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, 3 à une semaine d'intervalle. D'accord? Mais en gros, on a l'AMM de la liraglutide, il y a l'AMM à 3 mg pour l'obésité. Donc, ce n'est pas quelque chose, il ne faut pas dire qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Alors, pour la biopsie, je suis désolé, mais là encore, la société américaine dit qu'on peut traiter sans biopsie. Sans biopsie. Ils le disent noir sur blanc, et c'est pour ça que j'aime bien garder les diapositives comme elles sont. Regardez ici, ils disent... Alors, pioglitazone, si. Alors, regardez, les cliniciens... Alors, attendez la diaporate, quelqu'un. Alors, Victosa. Alors, regardez, les cliniciens peuvent considérer le traitement du diabète avec le pioglitazone ou le liraglutide ou sémaglutide s'il y a une probabilité élevée d'avoir une NASH en se basant sur l'élévation des transaminases et sur les marqueurs non invasifs. C'est une recommandation qui me paraît logique, parce que la maladie diabétique et le liraglutide est un traitement du diabète. Exactement. Le liraglutide, le sémaglutide, c'est une indication claire, nette, adoptée depuis des années chez les malades diabétiques. Moi, je ne voudrais pas qu'on mette ces molécules chez les non-diabétiques aujourd'hui. Point. Full stop. Oui, bien sûr, mais ça, personne ne l'a dit. Ça, personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. On a dit, c'est pour ça que l'intitulé, c'est le traitement des antidiabétiques. En fait, Non, on donne ça chez le diabétique. C'est ce que j'ai dit. Quand en discussion avec l'endocrino, il faut qu'on l'oriente un peu vers les molécules qui sont utilisées pour le diabète. Là, on va pas donner ça. Non. Mais par contre, on peut donner de la liraglutide incessamment. À partir de décembre, il y aura le prix chez les patients obèses. Et ils n'ont pas... obèses, ils vont avoir des doses de 3 mg. Voilà, et donc ils vont avoir 3 mg. S'il a une stéatose et une obésité, on traite aussi la stéatose et l'obésité en même temps. Je crois que si je pense que je suis perdue, soit que soit la drabzaf ou ma moi j'ai compris qu'un diabétique avec obésité,
le traitement, il est clair, on peut le donner sans problème. Maintenant, la question qu'a posée Dr Hakima, pour que je... Alors, elle a posé la question, quelqu'un qui est obèse. Oui. Et c'est ce qu'on a, c'est ce que maintenant j'ai à la consultation. Kayjik Wahed 125, 139, il n'est pas diabétique. Madame, comment je le traite? Il y a le régime au sport avec le Mgharba, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce que je donne là de les malades? Alors, madame, l'iraglutide à 3 mg, il a l'AMM. Il n'a pas encore le prix au Maroc. À 3 mg, il a l'AMM chez les patients obèses non diabétiques. Obèses non diabétiques. Et comment je le surveille? C'est 1,8 mg. Et comment je le surveille, ce malade-là? Le poids, il n'y a pas d'effet indésirable. Les effets sont essentiellement digestifs. Alors, c'est la gaz. Qu'est-ce qu'il fait? Ça donne un ralentissement. Et ça donne de la satiété précoce. Et donc, en gros, quand vous mangez, ça ne pousse pas. Et donc, ça donne un amaigrissement. Exactement. D'accord, c'est le but. Donc, alors, vous avez deux indications pour le liraglutide. Vous avez liraglutide à des doses d'endocrino qui sont, en gros, des doses de 0,6 mg, qui peuvent aller jusqu'à 1,8 mg. D'accord? Et l'essai sur la stéatose, il a été fait avec 1,8 mg. D'accord? Et puis, vous avez le traitement de l'obésité chez les patients non diabétiques, mais il est à 3 mg. Automatiquement, avec non diabétique, il y a stéatose. La diapo. Parce qu'il est obèse. Quand vous avez un obèse, vous avez 75% de patients qui sont stéatosiques. Moi, je reviens sur... Il n'est pas contre-indiqué de donner du liraglutide chez quelqu'un qui est obèse. Du moment qu'on aura l'AMM, on l'a au Maroc. Ce qui manque là, je pense, ils sont au stade de prix. Alors ce qui a été fait, c'est pendant 52 semaines. D'accord? Et après, il y a des essais, ils sont en train de voir ceux qui ont arrêté, comment ils reprennent le poids et ce qu'il faut reprendre. Et maintenant, le diabète va être considéré comme une maladie chronique. On va donner soit une injection, soit le sémaglutide par voie orale. Imaginez, traitement 2,4 mg, un comprimé par semaine, et vous allez perdre 15% du poids. Et ça, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est le papier Princeps de 2021, parce que vous savez que l'obésité, ça coûte plus que l'alcoolisme et ça coûte plus que les guerres. C'est vraiment un fléau. Et il y a une étude qui a démontré que c'est la première cause de dépenses dans le monde. Et en gros, vous aurez moins d'obésité et tout ce qui va apparaître après, le diabète et tout ce qui va apparaître. C'est Taheri Khalik pour la metformine. Bien. Non, la metformine, elle est très prescrite par les endocrinos, très, vu son prix, parce que c'est 2 fois rien. Maintenant, est-ce que j'ai le droit d'aller vers l'endocrino d'un malade et lui dire que cette metformine, comme le malade il a une stéatose, changer le médicament? Est-ce qu'on a le droit de dire ça aux gens? C'est le but que je me suis donné au début de ma présentation. En fait, on voit des malades qui viennent pour une hypertransaminasémie, on voit leurs médicaments et on ne donne aucune proposition à l'endocrino. Là, on n'est pas encore autorisé à prescrire ce qu'on n'a pas l'AMM, liraglutide, stéatohépatite, mais on a l'AMM pour le diabète. Là, vaut mieux le donner. On a pour le diabète l'iraglutide, on a les glyphlosines, on a 2 molécules au Maroc, on a le dapagliflozine et on a l'empagliflozine. Donc c'est pour ça qu'on peut orienter l'endocrino. Un petit complément, il y a aussi la Société française d'endocrino et diabéto qui a proposé comme traitement l'association liraglutide metformine et ça fonctionne à merveille. C'est toujours chez le diabétique, on revient. La bithérapie, liraglutide, metformine fonctionne très bien. Moi, le grand message que j'ai dit, Dr Benani, le message que j'ai passé à Agadir, il y avait plusieurs endocrinos, faites un FIB4 à tous vous malades diabétiques. Et si jamais, c'est le message que j'ai donné. Faites un bilan hépatique, des transaminases, une gamma-GT et un bilan lipidique. Ils le font, ils ont l'habitude, c'est leur spécialité. Mais n'oubliez pas de demander transa, gamma-GT, NFS et calculer un FIB4. Et si vous trouvez un FIB4 supérieur à 1,3, envoyez le malade chez le gastro, s'il vous plaît. Exact. À ce moment-là, on fera le fibroscan. Tu as vu dans la présentation, chez les malades diabétiques, 20% ont presque 10 kPa. Ils sont F3. Ils ne le savent pas. Alors en gros, l'idée c'est que les endocrinos adoptent cette stratégie de rechercher l'atteinte hépatique de façon systématique. Avant, ils le faisaient, mais ils disent après
quelle est la conduite après? Parce qu'on n'avait rien à leur proposer. On leur dit, il n'y a rien, metformine, ça ne marche pas. Liraglutide, on n'a pas de données. Après, finalement, ils le font une fois, deux, trois fois, et après, ils se disent, on ne va pas raisonner sur ça pour donner un médicament. Maintenant, c'est aussi important qu'une atteinte cardiaque ou une atteinte rénale. Ah non, il faut le faire de façon systématique. Systématique. Il faut que ça soit systématique, bien sûr. Ils le font systématiquement. L'atteinte cardiaque et l'atteinte rénale, ils le font. Ils le mettent en hôpital 2 jours et ils le font. Mais bien sûr, bien sûr. Je vous entends très mal, Madame Nelly. Alors, on vous donne un micro qui marche. Madame Nelly. Alors, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, un diabétique doit être au moins une fois dépisté pour la fibrose, au moins, indépendamment du bilan hépatique. Maintenant, pour revenir un petit peu au traitement, je pense qu'il faut être prudent parce qu'il y a une nouvelle génération qui va être mise sur le marché au Maroc qui est préconisée chez les patients obèses non diabétiques. Il faut savoir qu'actuellement, les traitements, même à l'étranger, sont réservés pour les patients diabétiques parce que ce sont des médicaments qui ne sont pas dénués d'effets secondaires. Ce n'est pas uniquement la gastroparésie ou les nausées ou les vomissements, il y a des complications plus graves, notamment pancréatiques, mais il y a aussi un warning concernant un effet éventuellement carcinogène, mais les études sont en cours pour prouver est-ce que c'est à moyen ou à long terme on peut utiliser ce genre de médicaments. Maintenant, je pense qu'il faut être très prudent, même si ce sont des médicaments qui sont disponibles chez nous. Alors la question qui se pose, est-ce que maintenant, si je reçois un patient obèse avec une NASH, est-ce que je lui donne le traitement ou pas? Non. En principe, non. D'abord, on doit checker son foie pour voir est-ce qu'il y a de la fibrose, discuter avec son endocrino et éventuellement choisir le meilleur traitement pour lui s'il est diabétique en mettant sur la balance le problème de la stéatose. Mais ce sont des médicaments qui sont très attrayants, mais il ne faut pas banaliser leur utilisation parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de recul pour la NASH pour qu'on puisse les utiliser de manière standardisée. D'accord. Juste pour une dernière chose. Alors, et pour qu'on soit clair, le liraglutide, il a l'AMM dans l'obésité sans diabète partout dans le monde. On aura l'AMM à partir de décembre au Maroc. Donc, c'est un traitement qui est fait pour l'obésité à des doses de 3 mg. On ne donne pas d'AMM, bien sûr, sans voir le profil safety des patients. Maintenant, chez les patients qui sont diabétiques, qui ont de la stéatose, là, il faut demander à l'endocrino de changer la prescription vers liraglutide ou des glyphlosines, mais principalement de liraglutide s'il est aussi obèse, parce que l'effet, il est beaucoup plus important chez les patients qui sont obèses. Merci beaucoup.